Après la grande bataille entre humains et démons, tout semble calme. La ville de Songhai est en plein processus de reconstruction, tandis que le protagoniste profite de la monotonie pour savourer un délicieux ramen. Cependant, ce moment de tranquillité est interrompu par l'arrivée soudaine de gigantesques démons. Les monstres, dont le monde a été détruit, cherchent maintenant refuge dans celui des humains. En quelques secondes, le monstre provoque une immense destruction que par sa présence. Furieux que son délicieux repas ait été interrompu, le garçon concentre alors son énergie dans une de ses mains pour éliminer le nouvel ennemi. Mais, à sa grande surprise, un avion survole le ciel et tire rapidement plusieurs missiles sur la créature, qui ne résiste pas à l'attaque et est vaincue sur place. Le lendemain, les élèves de la 60e faction reviennent de leurs vacances d'été. Xiaoyu arrive tout excité au collège et croise à l'entrée ses amis Shen Chao et Gohao. La jeune fille remarque que ses camarades ont un regard étrange. En les interrogeant, Gohao lui répond que l'école semble différente de d'habitude. Xiaoyu demande alors pourquoi il pense cela. Le garçon explique que toute la ville est encore en pleine reconstruction, mais que l'école, elle, a été entièrement restaurée en seulement quelques jours, ce qui semble très suspect. On découvre alors que, quelques nuits auparavant, Wang Ling était venu au collège pour rendre visite au crapaud. Ce démon utilisait une magie capable de restaurer des objets détruits et de leur redonner leur forme originale. Le célèbre héros Zui arrive aussi sur place et demande à son maître quels sont ses plans. Ling décide alors de profiter de la magie du chien vert. Le démon utilise donc une grande partie de son énergie pour restaurer toute l'école en une seule nuit. À la base, le seul objectif du chien vert était de restaurer sa niche détruite, mais sous les ordres de Ling, il finit par réparer l'ensemble du collège, au point d'en être totalement épuisé. De retour au présent, le groupe d'amis aperçoit l'arrivée de la prodige de la 60e faction. Comme toujours, elle fait une entrée triomphale, tapis rouge et entouré de gardes du corps. Sunrom revient au collège pour débuter un nouveau semestre. Mais un autre étudiant arrive aussi en hélicoptère. L'appareil atterrit au beau milieu de l'école, et en sort une nouvelle élève, accompagnée elle aussi de ses gardes du corps. La mystérieuse jeune fille fixe Sunrom quelques instants, mais la prodige quitte rapidement les lieux dès qu'elle voit que son ami Ling est de retour. Dans la salle de classe, les élèves de la classe élite accueillent la nouvelle étudiante. Elle se présente en écrivant son nom au tableau, Yoshiko. L'un de ses gardes affirme que sa chef est une élève transférée venue étudier ici comme spécialiste de techniques interdites, et donc qu'ils doivent tous être gentils avec elle. Yoshiko prend alors la parole pour la première fois, déclarant vouloir défier Sunrom. Elles sont toutes deux les premières-nées de familles très influentes, et il ne peut y avoir deux prodiges dans la 60e faction. La tension monte dans la classe, mais la professeure Pan interrompt la présentation en affirmant que Yoshiko ne fait pas partie de cette classe, mais d'une autre, juste à côté. Plus tard, un des gardes du corps de Yoshiko s'excuse pour s'être trompé de classe. La jeune fille l'ignore complètement. Elle déclare que son objectif est de devenir la plus forte de la 60e faction. Sa famille appartenait à un clan d'exorcistes, mais ce dernier est tombé dans l'oubli quand un autre clan a accaparé toute l'attention du peuple. Le clan de Sunrom est composé de cultivateurs d'énergie, ce qui explique leur grande renommée. L'objectif de Yoshiko est de rendre sa puissance à sa famille, et pour cela, elle n'acceptera aucune erreur ni aucune faiblesse de la part de son équipe. Elle sort alors un petit parchemin, et lorsqu'il s'ouvre dans les airs, un esprit démoniaque enflammé est invoqué et élimine instantanément le garde du corps qui venait de s'excuser. Après cela, la nouvelle élève aperçoit Sunrom marchant aux côtés de Ling. Yoshiko se demande pourquoi la prodige n'a pas réagi à sa demande de duel. Quelques instants plus tard, elle essaie de reparler à ses camarades, mais Sunrom lui répond qu'elle n'est pas du tout intéressée par un duel avec elle. Yoshiko rétorque qu'elle n'est pas venue parler à son adversaire, mais à Wang Ling. L'étrangère fait venir un de ses gardes avec une caisse remplie de paquets de nouilles croquantes. Sunrom affirme que son ami n'acceptera jamais de snacks offerts par une inconnue, et qu'elle devrait arrêter de les poursuivre. Mais la fin de Wang Ling est telle qu'il finit par craquer complètement pour les paquets de nouilles croquantes qu'il aime tant. Sunrom, face à cette scène, ressent une lutte intérieure. D'un côté, la jalousie et la rage lui disent d'accepter le duel, de l'autre, la compassion et la sagesse lui disent de régler ça par le dialogue. Mais c'est le côté obscur qui l'emporte, et elle finit par accepter le défi de sa rivale. La prodige invoque alors son épée spirituelle et se déclare prête à se battre. Mais Yoshiko lui annonce que le duel ne sera pas un combat physique, mais culinaire. Ce jour-là, l'école entière assiste au début du duel culinaire entre Sunrom et Yoshiko. Shen Chao déclare l'ouverture du défi avec deux énormes tambours. Gohao, qui sert d'animateur, explique les règles. Les participants doivent conquérir l'estomac de Wang Ling en préparant 4 types de plats à base de nouilles croquantes. Elles doivent cuisiner avant que les 3 encens placés sur la table soient totalement consumés. Gohao précise que le juge de la compétition sera Wang Ling lui-même. Shen Chao frappe le gong et le combat commence. Yoshiko coupe ses ingrédients avec une grande dextérité, vitesse et agilité, impressionnant tous les spectateurs. En quelques minutes, elle cuisine les 4 plats simultanément. Sunrom, de son côté, ne sait même pas par où commencer. Elle mélange les ingrédients,
n'arrive pas à allumer le feu et ne sait même pas quel plat préparer. Elle reçoit alors une aide secrète d'un de ses gardes du corps. Quelques minutes plus tard, Yoshiko termine tous ses plats avant la fin du temps. Confiante, les élèves voient ses créations et se sentent envahis d'un bonheur intense. Les saveurs sont si exceptionnelles qu'elles le rendent complètement euphorique. Wang Ling, lui, mange sans exprimer la moindre émotion. Yoshiko, confiante, se rappelle qu'elle a utilisé un ingrédient spécial qui apporte rapidement une sensation de satiété, de sorte que le juge n'aurait même plus envie de goûter au plat de sa rivale. Le temps du concours s'achève. Sunrom doit présenter son plat. Elle s'approche de Ling et lui montre qu'il s'agit simplement d'un paquet de nouilles croquantes, tel quel, sans aucun ajout. Elle se contente de verser le petit sachet d'assaisonnement et donne le plat à son ami. Wang Ling, ayant observé toute la préparation, est subjugué en dégustant les nouilles. Des souvenirs heureux envahissent son esprit. Il se rappelle que dans tous les moments de sa vie, il a toujours mangé ses nouilles de cette façon simple, mais délicieuse. Le sentiment de nostalgie est si fort que l'énergie de Ling fait reverdir les champs de l'école et pousser les arbres de façon spectaculaire. Gohao, voyant la réaction de son ami, déclare Sunrom grande gagnante du concours. Yoshiko refuse d'accepter ce verdict. Mais Sunrom lui réplique qu'elle ne connaît pas vraiment Wang Ling, et que c'est pour cela qu'elle a perdu. Le groupe d'amis célèbre la victoire. Ainsi, Sunrom démontre que parfois, la meilleure façon de cuisiner est la plus simple, et qu'aucun plat sophistiqué ne peut rivaliser avec un cœur sincère. Quelques jours plus tard, le crapaud trotteur rêvait de ses fêtes d'anniversaire, qui avaient lieu dans le monde des démons. Là-bas, il célébrait une année de plus de vie démoniaque aux côtés de sa mère et de ses nombreux frères. À ce moment-là, il attendait l'instant parfait pour manger son œuf d'anniversaire, une délicatesse appréciée de tous les êtres du monde démoniaque. Devant cette scène, ses frères chantent la chanson d'anniversaire pendant que sa mère lui demande quel sera son vœu. Le crapaud trotteur souhaitait devenir le roi des démons pour protéger et honorer tous ceux qui l'entourent. Le chien vert se réveille alors de son sommeil avec un sentiment de nostalgie en se rappelant de toute sa famille réunie ce soir-là. Il essaie de manger la nourriture qu'on lui a servie, mais il finit par constater qu'elle a un goût horrible. Froggy réagit vite, il enterre cette nourriture immonde, mais à sa grande surprise, alors qu'il s'apprête à en mettre une nouvelle à la place, il reçoit une notification sur son téléphone lui rappelant que le jour de son anniversaire est arrivé. Ling lui demande alors comment on fête les anniversaires dans le monde des démons, mais le chien vert répond que cela n'a plus d'importance, car le garçon est celui qui a détruit sa terre natale. Froggy repense alors à ce qu'il vient de dire et en conclut que son camarade veut probablement lui offrir quelque chose. Le crapaud trotteur se réjouit, car quelqu'un s'est souvenu de ce jour si spécial pour lui. Le lendemain, Wang Ling et ses amis préparent une belle fête d'anniversaire pour Froggy. La fête comprendra des décorations, des cadeaux et beaucoup de nourriture. Le protagoniste informe Sunrom qu'ils devront trouver un œuf d'anniversaire. La prodige se demande de quoi il parle, et Ling lui explique que l'œuf d'anniversaire est quelque chose de typique du monde de Froggy, et que c'est pourquoi il ira lui-même chercher cette délicatesse. À cet instant, le crapaud trotteur entre dans la salle. Alors Sunrom et ses amis agissent vite. Ils essaient de cacher les préparatifs pour ne pas risquer que le chien vert découvre la fête surprise. La prodige demande à Xiaoyu d'emmener Froggy en promenade pendant au moins 2 heures. Cependant, le crapaud trotteur est tellement impatient qu'il part à toute vitesse en traînant la fille à ses côtés. Pendant ce temps, Wang Ling ouvre une faille dimensionnelle à l'aide de son épée en bois. Le garçon entre dans un endroit sombre et silencieux. Il utilise l'aura de son esprit gardien pour illuminer l'endroit avec son arme. Il ne tarde pas à trouver un endroit contenant plusieurs œufs d'anniversaire. Il en choisit un, mais au moment où il le déplace, il est attaqué par une créature inconnue. Sur la place de la ville, Xiaoyu tente de distraire Froggy, mais le chien vert sait déjà que ses amis préparent une fête surprise pour lui. Il fait simplement semblant de ne rien savoir. À ce moment-là, l'instructrice Pam passe par là. Elle dit à Xiaoyu qu'elle retourne à l'école car elle a oublié son téléphone dans une des salles de raffinement de pilules. Le chien vert est paniqué en entendant cela, car la salle dans laquelle ses camarades préparent la surprise est précisément celle de raffinement. La prof pourrait donc gâcher toute la fête. Froggy dit alors à Xiaoyu qu'il doit aller aux toilettes, puis il part en courant désespérément vers l'école. Le chien vert concentre son énergie dans ses pattes et parvient à courir sur les murs du collège jusqu'à la salle de raffinement. En arrivant, il est heureux de découvrir que Ling a réussi à capturer un œuf d'anniversaire. Mais son inquiétude porte maintenant sur le téléphone de l'instructrice. Il entend ses pas dans le couloir et réagit vite pour la faire rentrer chez elle. Elle entre dans la salle et tombe sur le héros Zouyi, qui lui rend son téléphone tout en tentant de créer un climat romantique entre eux en lui proposant un rendez-vous au cinéma. L'instructrice tombe amoureuse et achète le billet sur le champ. Cela détourne complètement son attention de ce qui se passait là. Le crapaud trotteur ressent un sentiment de mission accomplie. Il a consommé tellement d'énergie de Ling ces derniers jours qu'il est devenu expert pour copier l'apparence des autres. Froggy remarque alors que quelqu'un d'autre approche, et sans réfléchir, se cache rapidement. Shen Chao et Gohao entrent dans la salle pour récupérer l'œuf d'anniversaire et commentent que l'objet est à température ambiante, voire plus froid. Froggy, en entendant cela, se souvient des paroles de sa mère,
qui disait que l'œuf devait être bien cuit à haute température, sinon une catastrophe pourrait arriver. Dans la salle de la fête surprise, Shen Chao et Sun Rong admirent un œuf géant. À ce moment-là, une petite créature sort de l'objet. Les deux élèves la trouvent mignonne, mais quand ils baissent leur garde, la créature, ressemblant à un gâteau d'anniversaire, bondit sur le visage de Shen Chao. Le garçon se retrouve alors sous le contrôle du démon parasite. Il transperce l'œuf avec sa main et en fait sortir une autre créature du même type, qu'il lance en direction de Gohao, rendant lui aussi victime du parasite. Bientôt, il force également Sun Rong à se connecter à la créature. Le trio d'amis est dominé par ces petits êtres, qui recrutent aussi les gardes du corps de la prodige pour former une horde de zombies bizarres. Le chaos s'empare de toute la salle, avec des créatures courant partout. Wang Ling, qui prenait son bain, revient dans la salle et découvre tout ce désordre. Il est immédiatement attaqué par les petits gâteaux d'anniversaire, mais il les élimine tous avec de nombreux tirs d'énergie lancés depuis ses doigts, libérant ainsi tous les gens possédés par les démons parasites. Le protagoniste trouve dans cette même pièce le gâteau d'anniversaire principal, qui contrôle tous les autres. Ling le saisit et élimine le parasite en un seul coup, provoquant une grande explosion qui projette du gâteau partout dans la pièce. Froggy entre dans la salle et voit que tout a été détruit, alors que tous s'étaient donné du mal pour préparer sa fête. Le crapaud trotteur prend alors une décision extrême, il utilise sa magie pour remonter le fil du temps. Mais en faisant cela, il risque de perdre son essence vitale. Tous les événements de cette nuit sont annulés. Dans cette nouvelle ligne temporelle, le chien vert reprend sa promenade aux côtés de Xiaoyu. Il marche dans les couloirs de l'école lorsqu'il tombe sur une salle allumée. En ouvrant la porte, leurs amis chantent la chanson de joyeux anniversaire. Cependant, dans cette ligne temporelle, la fêtée du jour est Xiaoyu. La jeune fille reçoit l'affection de tous ses amis et est extrêmement heureuse, car elle-même ne se souvenait pas que c'était son anniversaire. De son côté, Froggy n'exprime aucune émotion, restant profondément frustré par ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, le trio d'amis marche aux côtés du chien vert dans une mission importante de collecte d'herbes signalée. Le groupe suit une montagne située derrière les maisons de Gohao. L'ami de Ling lui dit de ne pas s'inquiéter, car dans cet endroit ne vivent que de petites bêtes spirituelles. Mais le groupe est surpris par l'attaque d'un monstre colossal. Une espèce de gorille géant commence à poursuivre les garçons à grande vitesse à travers la forêt. Au milieu de la course, Froggy finit par être capturé par un piège. Le chien vert se voit dans une situation de grand danger maintenant qu'il est immobilisé, mais il est sauvé par une autre bête spirituelle. Un nouveau monstre affronte maintenant le gorille géant. Gohao l'identifie comme un Rangurotora, une bête spirituelle vivant normalement dans les zones volcaniques. Le garçon se demande comment un monstre pareil peut se trouver dans une forêt. Rangurotora parvient à mettre son adversaire KO avec un puissant coup de feu. Mais à la surprise de tous, le gorille géant est capturé par une sorte de Pokéball, lancé par nul autre que Tang, le chef de la 59e faction. Il explique au garçon qu'il s'agit de la nouvelle mode du moment, le Beast Hunter. Grâce à une application, tout le monde peut accéder à la localisation des bêtes spirituelles proches. Avec cela, l'utilisateur peut se rendre sur place et capturer la créature pour en faire son nouvel animal de compagnie. Ces personnes qui s'aventurent à la recherche de nouveaux êtres spirituels sont aussi appelés dompteurs. Tang leur dit qu'il pourrait même leur donner une clé d'accès à l'application, mais d'abord, il devrait le supplier pour l'obtenir. Gohao s'énerve et dit que les bêtes spirituelles ne doivent pas être traitées comme des animaux domestiques, mais vivre libres dans la nature. Après toute cette discussion, les amis s'en vont, mais personne ne pense à sauver Froggy, qui reste piégé dans le piège. Le groupe se réunit de nouveau au complet et continue sa chasse aux herbes médicinales. Shen Chao demande à Gohao pourquoi il s'est autant énervé en apprenant la capture des bêtes spirituelles, alors qu'il utilise lui-même l'application Beast Hunter. Le garçon répond qu'il capture les bêtes dans l'intention d'en prendre soin et de les respecter. En chemin, le groupe tombe aussi sur une bête spirituelle coincée dans un des pièges posés par Tang. Gohao la sauve immédiatement et la remet dans la nature. Froggy finit par flairer quelque chose et avertit ses amis qu'il y a une autre bête spirituelle non loin. Le groupe parvient à localiser un unicorn caché, blessé. Le chien vert pense à le dévorer, mais ses amis refusent. Wang Ling le place dans un panier et l'emmène pour recevoir les soins nécessaires à l'animalerie de Gohao. Sur le chemin du retour, le groupe traverse la forêt en bondissant d'arbre en arbre, à la manière des ninjas de Konoha. Le trio arrive sur place et commence rapidement à soigner la créature. Mais Gohao dit à ses amis que le médicament pour soigner cette blessure devra être fabriqué sous forme de pilule spirituelle, avec un temps de raffinement de 2 heures. Shen Chao et son ami paniquent car c'est trop long, et d'ici là, le unicorn pourrait déjà être mort. Wang Ling reste calme et propose un peu de ses nouilles croustillantes à l'animal. Grâce à ses pouvoirs, il entre en harmonie avec la bête spirituelle. Les deux amis sont heureux de constater l'amélioration soudaine de la petite créature. Mais tant qu'elle n'est pas complètement remise, elle restera à l'animalerie sous surveillance. De leur côté, Xiaobei et Tang parviennent à localiser la présence de la bête spirituelle dans l'animalerie de Gohao. Ils s'y rendent avec l'intention de la capturer. Xiaobei dit que selon les règles du Beast Hunter,
le premier dompteur ayant blessé la bête a le droit de la capturer. Les garçons découvrent alors que c'est Tang qui a blessé l'animal. Gohao affirme qu'il ne rendra pas la bête spirituelle, et que si Tang souhaite prendre une décision, ils régleront cela par un combat de bêtes spirituelles. Sur le champ de bataille, les deux adversaires se préparent à s'affronter. Tang déclare que s'il gagne, il aura le droit de garder le unicorn. En contrepartie, Gohao annonce que s'il est le vainqueur, son adversaire sera interdit de capturer des bêtes spirituelles dans la montagne proche de chez lui. Tang choisit Rangurotora pour le représenter au combat, tandis que Gohao choisit Froggy. Mais le chien vert refuse de participer au défi, disant qu'il n'a rien à voir avec le problème entre les deux garçons. Wang Ling demande alors au chien vert d'entrer dans l'arène, et il accepte immédiatement. Mais il est déjà trop tard, le unicorn lui-même décide de combattre aux côtés de Gohao. Le chien vert reconnaît le courage de la bête spirituelle. Sur le terrain, le combat commence. Rangurotora charge vers son adversaire. Mais Gohao se rend compte qu'il ne connaît aucune capacité de son monstre et ne peut donc pas lui donner d'ordre. Pendant tout le combat, le unicorn parvient seulement à faire une petite attaque, puis tente d'esquiver les attaques enflammées de Rangurotora. Parmi elles, les lotus rouges du feu véritable est sa technique la plus puissante, le feu céleste explosif. Au moment où la bataille semble perdue pour Gohao, Wang Ling entre en connexion intérieure avec le unicorn. Le garçon encourage la bête spirituelle à donner le meilleur d'elle-même. Leur lien est né du morceau de nouilles croustillantes que la créature a mangé plus tôt. À la surprise générale, le unicorn évolue au beau milieu du combat et devient extrêmement puissant, renforcé par son lien avec Wang Ling. Rangurotora lance son attaque la plus puissante, mais l'unicorn contre avec un rayon électrique haute tension. Le choc des pouvoirs est immense, et la force des deux côtés est telle que les attaques s'annulent. Wang Ling empêche alors son partenaire d'en finir tout de suite. La créature lance une puissante charge contre son adversaire, qui est projeté au loin avec Tang. La victoire revient à Unicorn et ses nouveaux amis. Wang Ling revient une fois de plus pour sauver la situation. Aujourd'hui, Yoshiko, la toute nouvelle élève de la 60e faction, apprend par son garde du corps que le nouveau jeu, produit par la famille de la jeune fille, connaît déjà un immense succès dans toute la région de Songhai. En entendant cela, la confiance de la jeune fille grandit, elle est persuadée que sa popularité à l'école atteindra des sommets. Son hélicoptère atterrit alors à l'entrée du lycée, dans sa tête, elle se voit déjà comme l'élève la plus populaire. Cependant, la réalité est tout autre, la véritable star de la 60e faction est en fait la bête spirituelle à une corne, désormais nommée Stella, et qui est sous la garde de Ling. Dès son premier jour à l'école, Stella avait attiré l'attention de tous les élèves grâce à son apparence. Ce matin-là, alors que les élèves sont en classe, Froggy, le démon crapaud, observe. Poussé par son instinct démoniaque, il désire s'approprier le sang de l'unicorn, qu'il considère comme extrêmement précieux, et prévoit donc d'éliminer sa proie. Ling remarque le comportement suspect de la créature et comprend ses intentions. Il frappe alors violemment Froggy avec une branche, l'enfonçant dans le sol. Avec ce bâton, Ling trace un cercle autour de l'unicorn, il s'agit d'un sort de protection destiné à éloigner toute menace de la bête spirituelle. Puis il retourne en classe, emmenant Froggy avec lui. Non loin de là, Yoshiko observait aussi la créature spirituelle et convoitait son sang. En s'approchant de Stella, elle déclenche involontairement le sort de protection de Ling, une énorme explosion survient autour de l'unicorn, et Yoshiko est projetée, inconsciente, tout en haut d'un arbre. À la récréation, tous les élèves se rassemblent autour de Stella pour la nourrir de friandises. Mais ce moment est interrompu par l'arrivée de l'instructeur Wang, qui rappelle qu'il est interdit d'amener des bêtes spirituelles à l'école. Toutefois, lui-même ne peut résister au charme de l'unicorn, tout comme le reste des élèves. Yoshiko, encore blessée par l'explosion, observe la scène de loin. Elle se dit que si elle ne peut pas entrer dans la zone protégée, elle fera sortir la bête spirituelle par elle-même. Une fois la récréation terminée, Stella se retrouve seule. Une pilule rouge est alors lancée dans son périmètre, pensant qu'il s'agit d'une friandise, elle l'avale immédiatement. Quelques secondes plus tard, à la surprise générale, Stella grandit jusqu'à atteindre une taille colossale, si bien qu'elle ne rentre plus dans la zone de protection. Rapidement, elle cause des dégâts dans toute l'école, elle avale une épée spirituelle et détruit complètement la maison de Froggy. L'instructeur Wang demande à ses élèves de rester patients, Stella est encore un bébé et ne maîtrise pas ses actes. À peine a-t-il fini sa phrase que la bête spirituelle fait ses besoins sur lui, le recouvrant entièrement d'une substance colorée. En fin de journée, Ling et ses amis décident de faire dormir Stella dans le gymnase de l'école, inquiets de son état physique et cherchant à comprendre ce qui a provoqué sa croissance soudaine. Cette même nuit, Yoshiko apparaît devant la bête spirituelle. Elle attend que tout le monde parte pour mettre son plan à exécution, faire évoluer l'unicorn vers sa troisième forme à l'aide d'une pierre d'évolution. Mais Stella, comprenant ses intentions, avale la pierre. Furieuse, Yoshiko tente de lui faire recracher l'objet, car il a coûté extrêmement cher. Pendant leur lutte, la pierre d'évolution finit par faire effet, même dans l'estomac de la bête. Ling et ses amis, venus apporter des chauffages pour Stella, sont surpris par une énorme explosion, Stella est passée à sa troisième forme évolutive.
Elle s'échappe alors du gymnase et court dans la ville, semant chaos et destruction parmi les habitants de Songhai. L'escadron des 7 étoiles, dirigé par le héros Zouyi, arrive pour éliminer la bête. Go les supplie de ne pas attaquer, malgré sa taille colossale, Stella a un cœur pur. Mais en apercevant Go, l'Unicorn l'avale tout rond. De loin, Wang Ling et Froggy observent la situation. Ling trouve une solution, il retire le bandana que porte Froggy autour du cou, ce tissu est en réalité un sceau qui retient la vraie forme du démon crapaud. Le crapaud géant apparaît au milieu de la ville, prêt pour un combat titanesque. Froggy, confiant en sa force, se lance mais reçoit immédiatement une attaque violente. Alors qu'il s'apprête à charger son canon de bête géante, Ling l'avertit, il ne doit agir que sur ordre. Stella concentre alors une puissante décharge électrique dans sa corne et fonce sur le crapaud pour le transpercer. Au dernier moment, Ling ordonne à Froggy d'ouvrir grand la bouche, Stella s'y engouffre et le crapaud absorbe toute son énergie spirituelle, la laissant incapable de continuer le combat. Épuisé d'avoir absorbé autant d'énergie, Froggy recrache finalement l'Unicorn, ainsi que Go, sain et sauf. Ling retrouve la pierre d'évolution et la brise en plusieurs morceaux, mettant fin à la menace. Dans un flashback, on voit un festival où beaucoup de gens font leurs achats dans le marché de Songhai. Parmi eux, on voit le petit Wang Ling, qui tombe sous le charme d'une petite épée en bois. Pendant ce temps, un commerçant essaie de vendre au père de Wang Ling une fausse épée de dragon, mais celui-ci, en entendant le prix, refuse et s'en va avec Wang Ling. On remarque bien que Wang Ling aimait vraiment beaucoup cette épée en bois, mais il ne peut rien faire, et son père l'emmène avec lui. La scène coupe et on revient au présent, où l'on voit Wang Ling, Shen Chao et Go. Go explique à ses amis qu'il y a quelque temps, un mystérieux homme vêtu de blanc était apparu lors d'une compétition d'épée. Il avait défié 4 des meilleurs escrimeurs et, dès le début du combat, il les avait tous battus en une seconde. Non seulement cela, mais il avait aussi scellé leurs épées. Puis il était parti en disant que l'épée qu'il cherchait n'était pas là. En entendant cela, Shen Chao pense que Go ment, car il est impossible pour un épéiste de vaincre 4 adversaires en même temps. Le professeur appelle alors Shen Chao et Wang Ling pour un entraînement à l'épée. Shen Chao dégaine sa grande épée, tandis que Wang Ling sort sa petite épée en bois. Shen Chao se moque, si je casse ta petite épée, ne viens pas me demander de l'argent. Wang Ling répond qu'il ne demandera rien. Lorsque l'entraînement commence, Shen Chao fonce sur Wang Ling avec sa grande épée, mais sans succès, la petite épée de Wang Ling résiste et finit par bloquer complètement la grande épée de Shen Chao. Voyant cela, Shen Chao se met à pleurer comme un enfant. Wang Ling lui-même ne comprend pas pourquoi son épée a fait ça. Pendant ce temps, Sun Ron s'entraîne également. On voit que Sun Ron est troublé, car son épée n'obéit pas à ses commandes. Soudain, toutes ses épées attaquent Wang Ling en même temps, mais l'épée de Wang Ling le protège. Toutefois, les épées de Sun Ron se collent alors à celles de Wang Ling. Shen Chao tente de les séparer de toutes ses forces, mais échoue. Xiaoyu explique que l'épée de Wang Ling est probablement en phase d'éveil, ce qui produit un champ magnétique très puissant. Sun Ron demande pourquoi alors son épée s'est collée à celle de Wang Ling. Xiaoyu répond que lorsque l'épée atteint cette phase, elle attire les épées du sexe opposé et repousse celles du même sexe. Ils comprennent alors pourquoi l'épée de Wang Ling a bloqué celle de Shen Chao et s'est collée à celle de Sun Ron. Ne sachant pas quoi faire, Xiaoyu leur propose d'aller chez elle. Elle possède un système de forge qui sait réparer les épées, et elle est certaine que sa sœur trouvera une solution. On découvre que Xiaoyu vit avec sa sœur dans un endroit appelé le tombeau des épées, où des centaines d'épées cassées sont éparpillées. Xiaoyu présente tout le monde à sa sœur. Shen Chao demande à cette dernière de réparer son épée. Elle examine l'arme et dit qu'il n'y a pas de souci, elle pourra la réparer rapidement. Sun Ron lui demande aussi de réparer la sienne. Wang Ling sort alors sa propre épée, qui, au lieu de se coller aux autres comme prévu, se colle directement à la sœur de Xiaoyu. Les épées de Sun Ron semblent pleurer, comme si leur petite amie venait de les quitter. En observant l'épée de Wang Ling, la sœur confirme qu'elle est bien en phase d'éveil, mais elle n'a jamais vu un champ magnétique aussi puissant. À ce moment-là, Zouyi arrive avec 2 compagnons et annonce qu'une épéiste surnommée la fille en blanc est en ville, défiant tout le monde. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la cité, alors ils sont allés la capturer. Mais sa petite épée en bois a attiré et scellé les 3 leurs. Go demande quel type d'épée elle a, et Zouyi confirme qu'il s'agit d'une petite épée en bois, tout comme celle de Wang Ling. Tous se tournent alors vers Wang Ling, car le même phénomène vient de se produire avec eux. Soudain, on apprend que la fille en blanc arrive. Les héros décident d'aller se battre contre elle, car les épées de Zouyi et de ses compagnons sont inutilisables. Pendant ce temps, la fille en blanc combat des ninjas masqués, et leurs épées sont également scellées. Yoshiko, qui observe la scène de loin avec son assistant, décide d'abandonner sa mission en apprenant que Zouyi est présent avec les héros. Après le départ des ninjas, Go, Sun Ron et Xiaoyu attaquent ensemble la fille en blanc, mais sans succès, ils ne tiennent pas face à elle. Zouyi, Wang Ling et la sœur de Xiaoyu observent le combat. Zouyi demande à Wang Ling quand il montrera enfin ce dont il est capable, mais Wang Ling ne répond pas et parle à son épée,
disant que c'est assez et qu'il est temps de se battre. Pourtant, l'épée ne l'écoute pas. La sœur demande à l'épée pourquoi elle reste collée à elle. L'épée répond, parce que je vous aime bien. La sœur lui dit qu'elle préfère les épées spirituelles fortes qui protègent les autres. L'épée insiste qu'elle est très puissante et qu'il ne faut pas la sous-estimer. Soudain, une grosse explosion secoue la zone, et Sun Ron manque de tomber, mais Wang Ling la rattrape. Même Xiaoyu ne parvient pas à résister face à la fille en blanc. Cette dernière attaque alors la sœur de Xiaoyu, mais l'épée de Wang Ling s'interpose et blesse légèrement le chapeau de l'adversaire. En voyant le visage de la fille en blanc, Wang Ling se souvient de quelque chose. Dans le passé, il était revenu avec son père acheter l'épée en bois, mais le vendeur n'avait plus le coffret de rangement, alors son père avait acheté uniquement l'épée et ils étaient repartis. De retour au présent, la fille en blanc reconnaît l'épée de Wang Ling, c'est bien celle qu'elle cherchait. Wang Ling lance alors son épée vers elle, et celle-ci se colle à son arme. La scène coupe, et on voit Wang Ling discuter avec Zhu Yi. On apprend que Zhu Yi a couvert toute l'histoire, il a annoncé au monde qu'il avait arrêté la fille en blanc et l'avait envoyée en prison, alors qu'en réalité, Wang Ling lui avait confié la mission de réparer toutes les épées qu'elle avait scellées. Quelques jours plus tard, une poursuite effrénée se déroule à l'intérieur d'un train. Un groupe de bandits a volé un artefact magique extrêmement précieux et le héros les poursuit à travers les wagons de la locomotive. Les criminels parviennent à détacher certains wagons et s'enfuient avec l'objet volé. Le héros est déçu de constater que sa mission a échoué. Au même moment, l'un des passagers, portant le titre de Lord Tonnerre, discute avec le chef de l'escadron. L'homme dit au héros de ne pas s'inquiéter, car l'artefact est en sécurité entre ses mains. Pendant ce temps, les bandits, en pleine célébration de leur succès, découvrent que la relique a été remplacée par une bombe. Le wagon dans lequel ils se trouvent explose entièrement. Le même jour, Zhu Yi se retrouve à nouveau aux côtés de Lord Tonnerre. Le héros doit assurer la sécurité de l'importante enchère d'automne de Songhai. Comme tous les participants, ils doivent porter une sorte de masque pour ne pas être identifiés. Lors de l'ouverture de l'événement, Wang Ling joue contre un petit garçon dans un duel de cartes façon Yu-Gi-Oh! Le garçon humilie le protagoniste, affirmant que les cartes dans son deck sont très faibles. Plusieurs personnalités connues assistent au match et s'en amusent. Le groupe d'enfants célèbre la victoire de leur ami, tandis que Wang Ling se sent vexé par sa défaite. De retour à l'événement, la présentatrice annonce que 10 000 objets précieux vont être mis en vente, parmi lesquels des plantes immortelles millénaires, des pilules d'or et des artefacts magiques fabriqués par des maîtres renommés. Les familles les plus riches et influentes du pays sont présents. Le premier objet à être mis aux enchères est l'un des derniers livres célestes. En quelques secondes, les familles se livrent à une guerre d'enchères, faisant passer le prix de 1 million à 3 millions. Le héros, intrigué, se demande si un vieux livre peut vraiment valoir autant, mais Lord Tonnerre lui explique qu'il contient un sortilège interdit légendaire transmis depuis plus de 3000 ans, utilisé lors d'échanges importants entre familles influentes. Le héros lui demande pourquoi il ne participe pas à l'enchère et l'homme répond simplement que c'est à cause de sa pauvreté. Pendant que l'événement se poursuit, Wang Ling achète 2 paquets de son snack préféré. À l'intérieur, il trouve une carte en cadeau et décide alors de se lancer dans une quête pour améliorer son deck. Aux enchères, un nouvel objet rare attire l'attention, un pantalon indestructible. Pour tester sa solidité, une employée tire dessus à plusieurs reprises, puis tente de le découper avec une tronçonneuse, sans succès. De nombreuses offres sont faites et le pantalon est vendu pour plusieurs millions. Vient ensuite le dernier objet, le plus précieux de tous, le dragon bleu scellé aux yeux blancs, le même artefact que Zhu Yi avait récupéré avec l'aide de Lord Tonnerre. La créature enfermée à l'intérieur est capable d'exaucer n'importe quel souhait de son porteur. L'annonce provoque une frénésie et les enchères atteignent rapidement des sommes folles. À un moment donné, Yoshiko détient l'offre la plus élevée, mais est dépassé par une somme encore plus énorme proposée par Lord Tonnerre. Zhu Yi, surpris, lui demande comment il a trouvé autant d'argent alors qu'il prétendait être pauvre. Lord Tonnerre explique que le pantalon indestructible faisait partie de sa collection et que sa vente lui a permis de miser. Tout le monde pense que Lord Tonnerre remportera la relique, mais Zhu Yi surprend tout le monde en offrant 87 millions. Aucune famille ne peut surenchérir et il remporte l'objet. Lord Tonnerre lui demande comment il a réuni une telle somme, et Zhu Yi avoue qu'une autre personne a financé l'achat, Wang Ling. Ce dernier, suivant l'événement à la télévision, n'a pas réussi à obtenir de nouvelles cartes pour son deck et a décidé, sur un coup de tête, d'acheter l'artefact sacré. Le soir, Zhu Yi retrouve Wang Ling et lui remet la relique. Lord Tonnerre, observant la scène à distance, affirme qu'il est le seul capable de briser les sceaux de l'objet. Wang Ling, tenant l'artefact, le laisse tomber par terre et l'écrase de toutes ses forces, le détruisant complètement. Zhu Yi reste bouche bée devant cet acte, tandis que Lord Tonnerre n'en revient pas, le garçon a réellement réussi à briser le sceau. Une intense lumière illumine le ciel de la ville. Le dragon bleu aux yeux blancs apparaît façon Shenlong. La créature informe le garçon qu'il peut demander n'importe quoi et que son vœu sera exaucé. Mais, au lieu de formuler un souhait, Wang Ling brandit son épée spirituelle et, d'un seul coup, tranche et détruit complètement le dragon en quelques secondes. Lord Tonnerre et Zhu Yi, témoins de la scène, sont convaincus que le garçon est fou.
Wang Ling s'approche ensuite des restes d'énergie spirituelle laissés par la créature et en extrait une carte rare du dragon bleu aux yeux blancs. Voilà comment Wang Ling a détruit le dragon des souhaits simplement pour obtenir une carte Yu-Gi-Oh spéciale. Dans les rues de la ville de Songhai, Wang Ling et Go marchent en direction de l'école. Cependant, le moment de tranquillité est interrompu par un motard qui passe à grande vitesse et manque de heurter l'ami de Ling. Go s'irrite de cela et, au même instant, reconnaît que ce type qui a failli le frapper appartient au groupe des exorcistes. Dans toute la ville de Songhai, ils sont connus pour leurs actes de violence et de désordre. Ling et ses amis sont aussitôt surpris, car le motard revient pour confronter le garçon qui l'avait insulté. Go panique, car les exorcistes ont un comportement très agressif, et il est probable que les deux se battent. Le motard inconnu s'approche alors des deux garçons et enlève son casque. Go est surpris, en réalité, ce motard en uniforme d'exorciste est son meilleur ami Shen Chao. Plus tard, au lycée de la 60e section, tous les élèves remarquent le changement soudain et négatif du président des élèves. Shen Chao se transforme complètement en une autre personne, devenant agressif et méchant en raison de son nouveau style. Il est convoqué dans le bureau de l'instructrice Pan, qui l'avertit des dangers du groupe de voyous. Mais Shen Chao ignore ses conseils et lui dit qu'il est honoré de servir les exorcistes. Wang Ling et Go attendent leur ami à la sortie. Pendant ce temps, Sun Ron rejoint ses camarades, et tous discutent de la situation de Shen Chao. Ling déclare que, pour faire changer son ami d'avis, il faudra lui montrer la véritable nature des exorcistes. Plus tard, Go met en œuvre un plan pour révéler la malveillance réelle des exorcistes. L'idée est que Sun Ron passe par une ruelle où se trouvent deux membres du sinistre groupe. Il devrait tenter de l'attaquer car elle est seule, et ses amis interviendraient alors pour la sauver. Go explique que tout cela sera filmé et qu'ils montreront ensuite l'enregistrement à Shen Chao. Sun Ron se rend donc sur place et commence à mettre le plan en pratique. Elle porte un manteau pour cacher son épée spirituelle et dit à ses amis qu'elle ne se retiendra pas si elle doit vaincre les deux criminels. Les exorcistes remarquent son arrivée et l'un d'eux l'aborde en lui ordonnant de s'arrêter. Sun Ron se prépare à l'attaque, mais l'homme se contente de poser sa veste au sol et l'invite à marcher dessus, affirmant qu'une dame ne doit pas se salir. Par cet acte de galanterie, le plan de Go est complètement ruiné. Go en conclut que ces deux exorcistes connaissaient probablement la puissance de Sun Ron, et c'est pour cela qu'ils ne l'ont pas attaqué. Depuis un bâtiment voisin, le trio observe encore les deux hommes. Go, à l'aide d'une lunette, les voit suivre une vieille dame et imagine qu'ils vont la voler. Cela pourrait enfin leur donner une preuve de leur méchanceté. Mais il remarque aussi que Shen Chao s'approche de la vieille femme. Le garçon lui demande si elle a besoin d'aide pour traverser la rue. En la touchant, il découvre une substance gluante sur sa main. Les deux exorcistes accourent alors et lui disent de s'éloigner immédiatement. Une explosion survient et Shen Chao est projeté au loin. L'un des exorcistes l'aide, tandis que l'autre combat la terrible menace. C'est alors que Sun Ron et Go réalisent que la vieille femme est en réalité un démon déguisé, et que les exorcistes la poursuivaient pour l'éliminer. L'un d'eux combat le monstre avec de multiples coups de son arme. Go arrive et invoque sa magie, des pieux de pierre jaillissent du sol et immobilisent le démon. Sun Ron enchaîne avec plusieurs attaques d'épée spirituelle, affaiblissant la créature. Shen Chao achève le combat en assénant un coup puissant au monstre. Les élèves sont surpris, car ils pensaient que les exorcistes n'étaient qu'un groupe de délinquants. Mais l'un des membres explique que leur véritable mission a toujours été de protéger les citoyens de Songhai aux côtés de l'escouade des 7 étoiles. Étant étrangers dans la région, ils ont cependant souffert de fausses accusations. Sun Ron et Go commencent à admirer le travail des exorcistes ainsi que celui de Shen Chao. Un membre du groupe invite même les deux étudiants à les rejoindre. Sun Ron demande alors si Wang Ling pourrait aussi en faire partie, mais on lui répond qu'il n'a qu'un pouvoir spirituel de 5, insuffisant pour chasser les démons. Plus tard, Ling rentre chez lui et croise Shen Chao, qui lui raconte comment il a intégré les exorcistes. Il dit qu'après un test avec les épées spirituelles, sa lame s'est brisée. Son père, furieux, l'a chassé de la maison. En errant sans but, il a été attaqué par un démon. Alors qu'il pensait mourir, les exorcistes sont intervenus et l'ont sauvé. C'est ainsi qu'il a développé une grande admiration pour eux. Shen Chao conduit Ling jusqu'à une base du groupe pour l'encourager à les rejoindre. Mais à son arrivée, Ling découvre la vérité, le démon vaincu plutôt travaillait en réalité pour les exorcistes. Ces derniers engageaient et payaient des créatures pour ensuite les vaincre et se bâtir une réputation dans toute la ville. Shen Chao est anéanti en réalisant qu'il a cru en un mensonge tout ce temps. Pris de colère, il se rebelle, mais les exorcistes ferment les portes et disent qu'ils savent désormais trop de choses, donc ils ne sortiront pas vivants. Ling s'empare d'un bâton du groupe et se met en position de combat. Il enchaîne de puissants coups, éliminant les criminels et les démons avec une facilité déconcertante. En quelques secondes, il bat tous ses adversaires. Mais le plus grand défi reste à venir, Shen Chao se réveille, possédé par sa version maudite. Il invoque sa lame spirituelle et attaque Ling. Celui-ci esquive et comprend qu'il doit trouver un moyen de sauver son ami sans le blesser. Profitant d'une ouverture, Ling exécute plusieurs sauts magiques qui détruisent totalement l'esprit maléfique qui habitait Shen Chao. Celui-ci revient à lui, sans souvenir de ce qui s'est passé.
Il constate Ling étendu au sol à ses pieds. Mais le protagoniste lui dit que c'est lui, Shen Chao, qui a vaincu tous les ennemis et même sauvé la situation. Le lendemain, Zhuyi se rend à l'endroit où plusieurs démons étaient réunis. Il compte sur l'aide d'un membre de son groupe pour s'y introduire sans éveiller les soupçons. Son assistant essaie de se faire passer pour un fonctionnaire public, puis pour un livreur, mais échoue à chaque tentative. Le héros de la ville de Songhai perd patience et place des explosifs à l'entrée. Quelques secondes plus tard, une énorme explosion se produit et la paire parvient à pénétrer à l'intérieur. Cependant, il réalise que de nombreux démons sont présents, et que la situation est bien trop dangereuse. Le partenaire de Zhuyi s'enfuit chercher du renfort, laissant son maître seul au milieu des créatures. Pendant ce temps, Wang Ling, en route pour l'école à vélo, passe devant le lieu de la mission. Il remarque que le grand héros de la ville est littéralement utilisé comme un punching ball par les démons, qui le frappent et l'insultent de toutes les manières possibles. Voyant cette scène humiliante, le garçon rabat sa capuche sur son visage et pénètre dans le bâtiment. Quelques heures plus tard, le partenaire de Zhuyi revient avec tout l'escadron des 7 étoiles. Mais à leur arrivée, il découvre que tous les démons ont déjà été vaincus, et que le héros se tient debout. Il conclut à une nouvelle victoire des humains contre les démons. Cependant, à proximité du champ de bataille, une créature dont le corps est fusionné à une caméra a enregistré toute la scène. Le jour suivant, un grand événement est organisé dans la ville de Songhai. Habitants, étudiants et même l'escadron des 7 étoiles se rassemblent pour célébrer les exploits du héros. Zhuyi monte sur scène et est acclamé par la foule. Il raconte que son parcours a commencé il y a de nombreuses années, lors de l'invasion du crapaud trotteur. À l'époque, il n'était encore qu'un stagiaire, membre du groupe. Tout changea le jour où il sauva un petit garçon perdu dans le chaos. Zhuyi explique qu'après avoir mis l'enfant en sécurité, il affronta la gigantesque créature, concentra toute son énergie spirituelle dans son poing et lui asséna un coup qui l'a mis KO. Il poursuit en relatant les défis rencontrés au cours de sa carrière, l'élimination de la célèbre faction des ombres, la victoire contre les monstres de la Seconde Guerre démoniaque, et plus récemment, l'arrestation de nombreux démons qui se cachaient illégalement dans la ville et dans le pays. Enfin, il remercie la population et l'escadron pour leur soutien. La foule acclame son discours. Zhuyi s'apprête à quitter la scène quand, soudain, les lumières s'éteignent. Le noir se fait. Quelques secondes plus tard, l'électricité revient. Sur l'écran du festival, une vidéo se met à jouer, elle montre Zhuyi en train de se faire battre sans pitié par les démons. La population, d'abord confuse, reste figée devant la projection. On y voit le héros recevoir coup sur coup, humilié. Puis, un puissant éclair tombe et terrasse tous les démons d'un seul coup. Une silhouette encapuchonnée apparaît alors dans l'enregistrement, c'est lui, et non Zhuyi, qui a vaincu les créatures. Zhuyi est stupéfait. Il ne se souvient pas de cette personne mystérieuse. C'est comme si ses souvenirs avaient été effacés. Dans les jours qui suivent, les journaux et magazines dénoncent la supercherie du héros de Songhai, révélant qu'il n'a jamais accompli les exploits qu'on lui attribuait. Sa popularité s'effondre. Même sa statue glorieuse, érigée dans la 60e section, est détruite. Après plusieurs jours de disgrâce, Zhuyi est convoqué par son supérieur. Le héros tente de s'expliquer, il jure n'avoir jamais falsifié ses batailles. Mais son chef refuse d'écouter. Il lui ordonne de remettre son épée spirituelle et son insigne. Zhuyi est suspendu de l'escadron des 7 étoiles. À sa sortie, ses coéquipiers l'attendent. Tristes, ils reçoivent la nouvelle que Zhuyi n'est plus leur chef. L'homme se prépare à partir, mais en revenant chercher ses clés oubliées, il surprend ses compagnons célébrant son renvoi, riant qu'il n'aurait plus besoin de travailler aussi dur désormais. Effondré, Zhuyi rentre chez lui à pied. Sur le chemin, il aperçoit une silhouette vêtue d'un imperméable, d'où dépasse une étrange queue. Pensant qu'il s'agit d'un démon, il se lance à sa poursuite, mais perd sa trace. Peu après, il est attaqué par 2 grandes créatures démoniaques. Piégées dans une ruelle, elles se préparent à se venger de tout ce que les humains ont infligé à leur race. Wang Ling arrive à ce moment-là. L'un des démons brandit un couteau de combat et se jette sur le garçon. Ling l'abat d'un simple coup de poing, qui neutralise les 2 démons en même temps. La force dégagée dissipe la pluie qui tombait sur la ville et ramène la lumière du soleil. Le protagoniste s'approche de Zhuyi et prépare une magie pour effacer sa mémoire, comme il l'a toujours fait. Mais cette fois, le héros s'y oppose. Il lui demande si c'est bien lui qui a toujours effacé ses souvenirs après ses exploits. Quelques heures plus tard, Zhuyi comprend enfin ce qui s'est réellement passé au cours de toutes ces années. Il interroge Ling, pourquoi lui avoir laissé tous les mérites? Le garçon répond que, même si Zhuyi n'a pas battu le crapaud trotteur ni éliminé le roi des démons, il a toujours montré un véritable courage, prêt à sauver quiconque et à se battre sans relâche pour protéger les habitants de Songhai. Après ces paroles, Ling lui montre 2 pilules. À la manière d'un choix décisif, il explique, la bleue effacera les événements des 2 derniers jours, la rouge fera immédiatement de Zhuyi un héros reconnu, lui rendant son titre, son prestige et l'admiration du peuple. Zhuyi réfléchit, puis refuse les 2. Il déclare qu'il regagnera sa place de héros par lui-même, grâce à son propre effort et à sa détermination. Le lendemain, Zhuyi se rend à l'aéroport de la ville et commence sa propre quête pour prouver sa valeur.
Le démon caméra était caché sur place, et à travers lui, Yoshiko observait tout. La jeune fille affirma que la dernière partie de son plan avait été menée à bien. Au lycée de la 60e section, Go et Shen Chao discutent du festival de la Toussaint, un événement qui a lieu une fois par an dans la ville de Songhai. Normalement, chacun y va accompagner, et les deux amis commencent à réfléchir à qui ils pourraient inviter. Shen Chao dit qu'il pense demander à Xiaoyu, mais la jeune fille surprend la conversation et répond qu'elle travaillera ce jour-là. Go rit de la situation embarrassante de son ami et déclare, de son côté, qu'il compte inviter Yoshiko. Shen Chao le met toutefois en garde, ce n'est peut-être pas une bonne idée, car Yoshiko est toujours restée seule et n'a jamais tenté de se lier d'amitié avec qui que ce soit depuis son arrivée à l'école. Les deux amis réfléchissent alors à d'autres possibilités. Finalement, Shen Chao déduit qu'il ne reste qu'une autre fille, il se prépare, le sourire aux lèvres, et va inviter Sun Rong. Mais la prodige avait déjà un partenaire pour le festival. Shen Chao est dévasté. En fin de journée, Go retrouve son ami et, ensemble, ils pleurent de n'avoir trouvé aucune partenaire pour le festival. Le soir venu, Ling retrouve Go à l'entrée de l'événement. Le protagoniste lui demande qui il a invité, mais Go répond que sa compagnie est encore dans les embouteillages. Au même moment, Shen Chao, angoissé, est coincé dans un taxi, craignant d'arriver en retard au grand festival. C'est alors que Sun Rong prononce le discours d'ouverture. Elle explique que, depuis des siècles, sa famille a lutté sans relâche pour que les cultivateurs de magie puissent réaliser leurs rêves. Le festival de la Toussaint est une manière d'honorer et de célébrer cette culture. L'événement propose de nombreuses attractions au public, stands de nourriture, jeux et spectacles. Ling parcourt le festival aux côtés de Sun Rong. Près de la maison de la famille Sun, la jeune fille confie que ses parents sont en voyage et qu'elle est seule. Elle invite Ling à dîner ensemble. Le garçon accepte, à condition qu'il y ait ses fameux snacks croustillants de pâtes. Elle répond que ce n'est pas un problème, elle a déjà tout prévu pour le repas. Alors qu'un moment romantique semblait sur le point de naître, il est brutalement interrompu par l'arrivée du grand-père de Sun Rong, chargé de veiller sur sa petite-fille en l'absence des parents. Au dîner, il découvre que Ling n'a que 5 points de pouvoir spirituel. Cela l'irrite, un garçon comme lui n'est pas digne de sa petite-fille. Il déclare que Ling devra passer 3 épreuves pour prouver son honneur envers Sun Rong. La première épreuve est un test de force avec un marteau. Le grand-père frappe le dispositif avec toute sa puissance, atteignant le score le plus élevé de tous. Puis, il tend le marteau à Ling. Celui-ci, réduisant sa force au minimum, donne un léger coup, ce qui fait éclater le compteur, incapable de mesurer son véritable niveau. La seconde épreuve est un concours de tir à l'arc. L'objectif, atteindre un ballon fluorescent situé à plusieurs kilomètres, au sommet d'une montagne. Le vieil homme tire le premier et réussit. Ling, calme, bande son arc et tire une flèche avec une vitesse et une puissance colossale. La flèche traverse la cible, fait le tour de la terre et revient frapper le ballon, détruisant une partie de la montagne dans un fracas colossal. À bout de patience, le grand-père lance alors la dernière épreuve, un duel. Armé de ses nunchaku, il se met en position. Ling doit choisir une arme. Il saisit un immense bâton. Sun Rong explique alors qu'il s'agit du bâton de sa famille, une arme si lourde, si tonne, que seul le premier chef du clan Sun avait pu le soulever. En le brandissant, Ling gagne enfin l'admiration du vieil homme. Plus tard, toutes les personnes du festival allument leurs lanternes pour les laisser s'élever dans le ciel. À ce moment-là, le fameux bâton sacré du clan Sun devait être présenté au public, mais, de manière inexplicable, il disparaît.